Bonsoir à toutes et à tous. Alors en préambule, je dirais qu'il est nécessaire, et je vous invite, pour cette petite formule tout à fait simple, je vous dirais lisez, 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 et lisez encore. Alors effectivement, certains me diraient oui, je n'aime pas la lecture. Alors qu'est-ce donc? Pourquoi a-t-elle une importance si grande? Même si dans cette société où tout est facilité pour accéder à l'information et que, ma foi, plus aucun effort n'est mis en place pour pouvoir se sentir, toucher, avoir cette cérémonie du livre, de s'asseoir et de se réserver un moment autour d'un café, d'un thé, quelle que soit la collation, mais d'avoir ce moment, ce, cette relation, ce rapport au livre. Alors cela peut paraître banal, voire anodin et sans saveur, mais si on réfléchit bien, nous apercevons que la lecture est le moteur de l'écriture et de la culture. Pourtant, comme je viens de le préciser, des personnes n'aiment pas lire. Tout simplement pas envie de le faire. Alors certains nous expliquent en nous disant oui, mais j'y arrive pas, je n'ai pas pris cette habitude, je suis trop fatigué. Alors pourquoi certaines personnes n'ont pas cet engouement, cet attrait pour la lecture? Alors, je vous dirais que la lecture m'a tout apporté. Je dis bien tout apporté. Car la lecture est l'élément qui permet que quand on n'a pas eu la chance d'avoir par exemple des parents ou une structure d'encadrement tout à fait, je dirais, évidente, eh ben elle pallie un certain manque d'éducation. De plus, elle nous permet de nous évader. Et quelque part, lire, c'est s'évader de son quotidien, quand il peut être triste, mécanique et monotone. Cela nous permet de partir vers un monde inconnu, de pouvoir se laisser porter par une histoire, par exemple, pour ceux qui sont passionnés de romans, ou d'autres qui veulent comprendre le monde et les mécanismes, les outils qui permettent d'analyser quelles sont les conséquences. La lecture est vaste, diverse et variée. Elle permet de nous ouvrir au monde. Elle permet surtout d'ouvrir notre esprit, de comprendre certains éléments qui sont, je dirais, peu visibles, ou même des fois plus profonds et plus structurés. Et je pense que même la lecture nous évitera de commettre des erreurs ou des crimes. Quand je parle de crimes, ce sont des crimes de la pensée. N'oublions pas que notre esprit est semblable à une éponge. Il enregistre toutes les informations qu'il trouve et qu'il voit. Et un livre rempli de mots soigneusement écrits peut être que bénéfique, d'une part pour l'orthographe, et avec la répétition, le miracle peut se constater. Alors, dans la lecture, nous pouvons avoir différentes approches.
la lecture de plaisir, qu'on peut considérer comme, je dirais, vivre des aventures avec des personnages fictifs, développer l'imagination, découvrir des histoires, je dirais, une histoire originale, tenter de comprendre tout en se croyant à l'intérieur, en vivant finalement avec l'auteur ou avec le personnage principal de cette aventure, quand l'auteur n'est pas le narratif. Ensuite, la lecture peut être aussi un moyen de détente, et c'est vrai que qui n'a pas piqué du nez en lisant un livre après une journée harassante? Ça peut être une forme de, je dirais, de somnifère non chimique et naturel. Et surtout, lire vous permettra de vous cultiver, d'étendre vos connaissances. La lecture est la seule chose qu'on peut consommer sans modération. Alors, allez-y. Investissez-vous. Lisez le jour, la nuit, le matin, à minuit, à midi. Bref, lisez, lisez et lisez encore. Voilà, je voulais faire cette petit préambule dans ma chronique 52. Alors dans cette chronique, je vais traiter effectivement d'un des grands penseurs que certains pourraient appeler hétérodoxe, qui, à mon sens, est un penseur incontournable. J'ai nommé Antonio Gramsci. Et comme vous pouvez le constater, pour ceux qui suivent mes audios, pour le peu qui suivent mes audios, soyons humbles. Je cite souvent Gramsci. Gramsci a créé une nouvelle culture, une nouvelle définition du marxisme en son temps, dépoussiérer un petit peu le marxisme, je ne dirais pas figé, mais le marxisme académique. Et pour lui, créer une nouvelle culture ne signifie pas seulement faire individuellement des découvertes originales, cela signifie aussi surtout diffuser critiquement des vérités déjà découvertes et les socialiser, pour ainsi dire, et de faire par conséquent qu'elles deviennent des bases d'action vitale, des éléments de coordination et d'ordre intellectuel et moral. Qu'une masse d'hommes soit amenée à penser d'une manière cohérente et unitaire, la réalité présente est un fait philosophique, bien plus important et original que la découverte faite par un génie philosophique d'une nouvelle vérité qui reste le patrimoine des petits groupes intellectuels. Gramsci a donné cet espace où il a tenté de rallier toutes ces grandes connaissances académiques ou encyclopédiques et les traduire dans la réalité culturelle des petites gens de son pays, à savoir l'Italie. Un mouvement philosophique est-il finalement considéré comme tel seulement lorsqu'il s'applique à développer une culture spécialisée, destinée à des groupes restreints d'intellectuels, ou au contraire, n'est-il tel que dans la mesure ou dans le travail d'élaboration d'une pensée supérieure au sens commun et scientifiquement cohérente? Il n'oublie jamais de rester en contact avec les simples, et bien plus, trouve dans ce contact la source des problèmes à étudier et à résoudre. Voilà comment
pouvons-nous analyser la pensée de Gramsci? Donc, je voudrais vous présenter un ouvrage qui est un ouvrage fondamental, qui a été réédité il n'y a pas très longtemps. J'ai effectué jadis un audio sur Antonio Gramsci, sur cet ouvrage compilé qui s'intitule Guerre de mouvement et guerre de position. Pour traduire ce qu'est cet ouvrage, pour expliquer ce qu'il contient, donc le contenu, nous avons dedans le cahier de prison d'Antonio Gramsci, publié par Ramzi Kecheyan, sous le titre Guerre, mouvement et guerre de position, aux éditions La Fabrique, édité en 2012. Le texte qui suit est l'introduction au chapitre 5 à cette anthologie, qui inclut des textes et des cahiers 13, 14, 15 et 25. Ce livre, qui est à mon sens incontournable dans la pensée de Gramsci, les cahiers qui suivent constituent des sommets, je dirais, de la tradition marxiste vivante et de la pensée politique du XXe siècle. Et comme je l'ai dit précédemment, Gramsci essaye ou tente de consolider, de créer une passerelle entre la pensée marxiste et la reconnaissance culturelle et traditionnelle des petites gens. Gramsci se demande en ouverture du cahier 13 à quoi ressemblerait le prince de Machiavel. Souvenez-vous, le prince de Machiavel, publié en 1532, qui est un livre incontournable que je vous invite à lire si vous ne l'avez pas lu. Généralement, on l'étudie en première ou en terminale, mais c'est un livre qu'il faut absolument étudier. Machiavel est un penseur incontournable qui a influencé son époque et les époques suivantes. Alors le prince moderne, selon Gramsci, ne peut en aucun cas être une personne réelle. Comme par le passé, ses qualités fussent alors du commun, ce ne peut être qu'un être collectif, un élément complexe de société. Et comme dit Gramsci, ce collectif n'est autre que le parti communiste italien. Je tiens à le préciser car le Parti communiste italien était un peu différent des autres partis avec sa spécificité, son particularisme. Et donc Gramsci a consacré sa vie à construire. Le prince désigne des entités de nature différente au cours de l'histoire et à la fin du XVIIIe siècle. Les Jacobins sont une incarnation du prince, qui n'est plus le souverain individuel de l'époque de Machiavel, mais pas encore le collectif complexe qui sera un siècle plus tard le Parti communiste. Une question, je dirais, intéressante pourrait se poser. Quelle pourrait être la nouvelle incarnation du prince en ce début du XXIe siècle? Alors le rôle du prince moderne est celui du prince à toutes les époques, unifier ce qui à l'état naturel tend à vivre dispersé, à savoir finalement au fond le peuple. Et aujourd'hui, plus que jamais, Gramsci nous interroge. Le peuple n'a jamais été autant divisé, nous pouvons le constater. Et c'est la fonction que Machiavel a signée au souverain de son temps. Hegel considère que ce fut l'État. Et Machiavel considérait que ce fut le souverain. Gramsci, lui, l'attribue au parti. Il s'agit de faire, selon sa doxa, de faire
émerger du peuple ou de certains secteurs de ce dernier une volonté collective qui l'oriente vers la construction d'un nouvel État, en déclenchant en son sein des dynamiques que Gramsci qualifie d'universelles. Bien des débats ont eu lieu, je dirais, chez les héritiers de Gramsci pour définir la nature exacte de cette volonté collective, car à préciser bien entendu. Et je dirais même en particulier son rapport avec les classes sociales. La volonté par exemple collective est-elle l'expression dans l'ordre de la conscience d'une condition de classe qui lui préexiste? Est-elle au contraire contingente au point qu'elle pourrait regrouper des individus appartenant à des classes différentes? Dans ce second cas d'espèce, le concept de volonté collective pourrait avoir été un moyen pour Gramsci d'échapper à un déterminisme de classe excessive dans le marxisme de son temps. Ces débats ont notamment, je dirais, fait rage autour de l'interprétation de Gramsci, d'Ernesto Laclau et de Chantal Mouffe, développée dans Hégémonie et stratégie socialiste. Laclau et Mouffe privilégient une conception contingentiste de la volonté collective à l'origine de leur post-marxisme, dont ils perçoivent les prémices chez Gramsci. Quoi qu'il en soit, l'élément crucial est que l'émergence d'une volonté collective a pour condition la réforme intellectuelle et morale ou un état éthique. Vous voyez, ce sont des questions qui aujourd'hui sont très importantes et qui nous parlent. Il n'y a plus d'état éthique, il n'y a plus d'homme politique avec une certaine éthique. Et nous sommes dans une société du spectacle où l'éthique n'a que faire, puisque l'important c'est de réussir. Alors que vous soyez une crapule ou non, l'important c'est que dès l'instant que vous possédez des moyens, que vous êtes un homme célèbre, vous êtes forcément quelqu'un de respectable et un élément à suivre. Alors pour employer une expression que Gramsci emprunte à Hegel, le parti et l'État sont des éducateurs qui doivent forger ou perfectionner la conception du monde, du groupe concerné, et l'élever vers une forme de civilisation supérieure, vers un nouveau sens commun. Alors loin d'être un traité secret destiné aux puissants, constate Gramsci, le prince a été conçu pour être mis entre toutes les mains. Il ajoute qu'il semble avoir été écrit pour personne et pour tout le monde à la fois. Alors je n'aime pas faire ce parallèle, mais effectivement c'est une formule qui peut nous rappeler un petit peu le sous-titre d'Ainsi paraît Zarathustra de Nietzsche, appelé Zarathustra Zartosh en perse, la religion des Ariens, un livre pour tous et pour personne, que Gramsci ne cite nulle part, à part notre connaissance que nous pouvons en avoir, mais dont il est tout à fait possible qu'il en ait eu connaissance. Machiavel porte à la connaissance du peuple l'art du gouvernement, y compris dans ce qu'il peut y avoir de plus réaliste, même de plus machiavélique. Alors à ce niveau-là, je vous renvoie à un livre de Maurice Joly, que je vous conseille à lire, qui est très très important, et qui est un essai, où Maurice Joly essaye d'imaginer un dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. On voit que des fois la réalité est parfois machiavélique et des fois le machiavélisme devient réalité. Alors, pour revenir à Gramsci, révéler cet art au grand jour, c'est de faire contribuer à la fondation d'un type de peuple nouveau, désormais conscient des opérations de domination dont il est l'objet. Machiavel, par exemple, s'adresse ainsi à un peuple à venir, et Machiavel lui-même se fait peuple. Alors, dit une formule profonde de Gramsci, la philosophie de la praxis, qu'il qualifie comme étant un marxisme en mouvement,
doit adopter à l'égard des subalternes une attitude similaire. Elle doit les instruire sur l'art du gouvernement, un art qui a certes considérablement évolué depuis le XVIe siècle. Finalement, Gramsci réintroduit une certaine forme de conscience platonicienne. Alors, bien entendu, étudier Machiavel n'est pas une mince affaire. Et pour Gramsci, ce fut l'occasion de poursuivre l'élaboration de ce concept d'hégémonie. Hormis Benedetto Croce et Lénine, il faut donc voir en l'auteur du Prince une troisième source d'inspiration de ce concept. Le cahier 13, figurant dans cet ouvrage, contient la fameuse allégorie du centaure machiavélien. Le centaure, cet être mi-homme mi-cheval de la mythologie grecque, en qui Machiavel et Gramsci, après lui voient une représentation de la nature bifide, du pouvoir, le centaure symbolise l'alliance de la force et du consentement. Les deux piliers de la conduite de l'État, c'est l'hégémonie cuirassée de coercition, qu'évoque effectivement Gramsci dans son cahier 6. Les deux dimensions du centaure ne se succèdent pas mécaniquement, bien entendu. Elles ne sont pas deux instances séparées, mobilisées alternativement par le pouvoir, dont l'une se manifesterait et l'autre s'affaiblirait. La part de l'une et la part de l'autre varient selon les circonstances et les formations sociales, mais les deux sont présentes dans tout acte de gouvernement. De même, l'hégémonie n'est pas un phénomène purement culturel ou idéal. Gramsci dit clairement au cahier 13 exercer une hégémonie sur un groupe supposé de prendre en considération, et même d'assouvir une certaine mesure ses intérêts matériels. Alors, ces cahiers, il faut bien comprendre dans quel cadre ils s'inscrivent, et de cette hégémonie dans une perspective historique. Jusqu'en 1848, la société est fluide. En ceci, je dirais notamment que la société civile dispose d'une certaine autonomie par rapport à l'État. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, elle se densifie, se complexifie. L'emprise de l'État sur la société civile se renforce. Les grandes corporations, donc en l'occurrence les partis, les syndicats, les associations, se mettent petit à petit en place. Le parlementarisme et l'instruction publique se généralisent. La technique politique moderne, cette expression aux accents foucaldiens, est de Gramsci et s'en trouve automatiquement bouleversée. Gramsci va jusqu'à dire que la société civile et l'État s'interpénètrent au point de devenir un seul et même corps. C'est ce qu'il appelle au cahier 4 et 13 notamment l'État intégral, un thème central dans les études gramsciennes actuelles dont des interprètes comme Jacques Texier, Christine Gucci-Glucksmann avaient autrefois souligné l'importance. Pour gouverner, il faudra désormais mettre en œuvre des opérations qualitativement différentes de celles qui avaient cours lors de la société où elle fut plus ou moins, peu complexe. Hégémonie est le nom que donne Gramsci à cet ensemble d'opérations. Ce qui est assez étonnant, c'est de voir que Ségala, conseiller à Sarkozy, dut utiliser des paraboles de Gramsci. Macron a utilisé également, le président actuel de la République, certaines citations de Gramsci. C'est que d'une part cela m'interroge, et puis d'autre part, cela me fait prendre conscience que Gramsci est toujours d'actualité. Alors, à la fluidité de la société correspond un mode de transformation sociale particulier, la guerre de mouvement, forme de domination de la Révolution jusqu'en 1848. C'est ce qu'on pourrait qualifier de révolution permanente, de Trotsky,
qui trouve ses origines chez Marx, selon son interprétation. Avec l'évolution de la société, la guerre de mouvement est progressivement remplacée par la guerre de position. À la révolution permanente se substitue alors l'hégémonie civile, dont Lénine sera l'incarnation plus tard dans l'institutionnalisation de la doctrine dans un État moderne, avec bien entendu arrêt de la guerre contre l'Allemagne, création d'un État, mise en place de diplomatie, enfin voilà. Et Gramsci lui-même parlait dans son hégémonie civile, où il détermine justement l'État, les corporations, le parlementarisme, joue le rôle de tranchée, de fortification, qui rendent difficile, sinon impossible, le renversement de l'ordre social par le seul mouvement, et suppose que celui-ci soit précédé par des luttes d'attrition. Le mouvement ne disparaît pas, il devient, je dirais, partie intégrante de la guerre de position. Et c'est dans ce contexte qu'il faut comprendre les critiques de Gramsci envers Rosa Luxembourg et Trotsky. Il signale d'ailleurs que Trotsky avait eu l'intuition de la différence, je dirais, entre le front oriental et le front occidental, c'est-à-dire entre des sociétés orientales encore fluides et des sociétés occidentales où la société civile et l'État s'interpénètrent solidement. Le tort de Trotsky est d'en être resté à une conception du monde social, et donc de la stratégie révolutionnaire antérieure aux changements structuraux, ce que Gramsci avait bien compris. Alors bref, ces cahiers contiennent des passages d'une grande actualité consacrés aux crises du capitalisme. Le concept gramscien reste encore aujourd'hui de vigueur. On pourrait même qualifier, si je peux me permettre, de concept gramscien de crise inséparable dans son analyse de l'État. État, stratégie et crise forment, je dirais, donc un triptyque qu'il convient de penser ensemble. Les crises modernes ont ceci de caractéristique qu'elles sont, je dirais, rarement des effets politiques immédiats. Ce sont petit à petit des conséquences qui deviennent de plus en plus importantes avec l'avancée du temps. Et ces effets sont le plus souvent amortis par les tranchées, les fortifications de la société civile et de l'État. Autrement dit, on pourrait appeler également comme garde-fou, autrement dit, entre les structures et les superstructures se trouve un ensemble de médiations qui les conduisent à former un bloc historique et qui empêchent finalement un effondrement de l'économie, d'entraîner un effondrement correspondant du système politique. Et c'est seulement lorsque les crises deviennent organiques, c'est-à-dire qu'elles se transforment en crise du bloc historique lui-même, qu'elles contaminent toutes les sphères sociales, économie, politique, culture, morale, et Gramsci qualifie aussi ces crises de crise hégémonie ou de crise de l'État dans son ensemble. Nous avons l'exemple en ce cas d'espèce, dans ce qu'on pourrait comparer entre la situation de la fin de l'Union soviétique et la redéfinition des différents et derniers congrès de la politique chinoise, dans l'élaboration d'un socialisme chinois. Les Chinois ont bien compris que, en libérant le politique, c'est l'ensemble de la sphère qui s'effondre. Alors les Chinois n'ont libéré que l'économique pour maintenir le politique solidement. Et c'est en cela que finalement ils ont médité la pensée de Gramsci. Alors, dans cette œuvre, la critique gramscienne du déterminisme ou du catastrophisme, très répandue dans le marxisme, et qui conduit à voir les crises économiques des causes directes des révolutions, pour que les tranchées et les fortifications cessent de faire office de rempart face aux crises, l'intervention finalement au fond d'une volonté collective est indispensable, et cette intervention se fait sur le terrain de l'occasionnel, c'est-à-dire au moment même où la crise fait vaciller l'État. Mais elle inclut aussi la guerre de position préalable qui peut d'ailleurs se poursuivre après la prise de pouvoir, et dont l'objectif est de saper les tranchées et fortifications qui protègent l'ordre social.
Sa critique par exemple du déterminisme est l'occasion pour Gramsci de mettre en cause un certain spontanéisme révolutionnaire dont il voit une manifestation un peu puérile ou naïf chez Rosa Luxembourg en se remettant à la spontanéité des masses. Rosa par exemple suppose implicitement que les déterminations sociales entraîneront nécessairement la société vers le socialisme sans l'intervention d'une volonté collective. Spontanéisme et déterminisme sont donc souterrainement liés, mais le marxisme de Gramsci, à l'inverse, est un marxisme de l'organisation. Il est par là même antidéterminisme, puisque l'organisation est justement en mesure d'influer par son action sur la conjoncture dans laquelle elle intervient. Les crises gramsciennes sont des crises de longue durée. Et l'histoire nous a montré qu'il avait raison. Tout l'après-guerre, notre entre-guerre, peut être considéré comme une crise, dit par exemple Gramsci. À la limite de l'histoire du capitalisme dans son ensemble est une crise continuelle, nous pouvons le constater. Ce système engendre en permanence des forces antagonistes, oxymoriques, qui s'affrontent et se dépassent. Une crise proprement dite n'étant pas, je dirais, que l'accentuation de ce processus, l'argument théorique central énoncé au cahier 15 est qu'une crise ne doit pas être pensée sur le mode de l'événement, mais sur le mode du développement. Après tout, 1929 n'était pas une date dans un déroulement plus long. Il en va de même pour 2018. Cette conception de crise et des crises comme développement montre qu'elles sont toujours des champs de lutte dont l'issue n'est jamais déterminée à l'avance. C'est ce que montre l'émergence, par exemple, des fascismes dans l'Europe des années 20 et 30, dont Gramsci a une expérience de premier plan. Le cahier 13, par exemple, il contient un concept important de Gramsci, en lien avec sa conception des crises, celui du césarisme. Ce concept est voisin à la notion du bonapartisme. Courant dans la tradition marxiste, le césarisme apparaît dans une situation d'équilibre catastrophique des forces, où aucun des camps en présence n'est en situation d'emporter la décision, et où de surcroît ils menacent de se détruire mutuellement. Alors, bien entendu, le dénouement peut venir d'un homme providentiel qui résout temporairement la crise. Le type de pouvoir qu'évoque Gramsci ici est proche de ce que Max Weber appelle le pouvoir charismatique. Je vous invite aussi à lire Max Weber, très très bon sociologue. Il y a deux personnages aussi que j'affectionne tout particulièrement, c'est Émile Durkheim et Max Weber. Même si je n'adhère pas totalement, intégralement à leurs analyses, je pense que ce sont des personnages qui sont très intéressants et qui, à mon sens, sont incontournables. Et comme je l'ai précisé dans des audios précédents, nous oublions un petit peu le fait sociologique vraiment dans nos analyses sociétales. Bon, revenons au césarisme. Le type de pouvoir qu'évoque Gramsci, comme je le disais, est proche de ce que Max Weber appelle le pouvoir charismatique. César, Cromwell, Napoléon, surtout Napoléon I et Napoléon III, jusqu'à Napoléon qu'on a appelé l'empereur très social, sont des exemples de César. Il existe deux formes de césarisme, l'une progressiste et l'autre régressive. Dans le premier cas, l'équilibre se dénoue en faveur des forces qui entraînent la formation sociale vers, je dirais, un degré de civilisation supérieur. Dans le second, c'est la restauration qui prend le dessus. Le césarisme repose sur une base sociale particulière, je dirais même constituée notamment de classes sociales qui investissent la carrière militaire, par exemple,
les paysans et la petite bourgeoisie, la notion de césarisme est notamment mise en contribution, je dirais, par Gramsci pour analyser le phénomène fasciste qu'il a sous les yeux. La révolution passive continue elle aussi à être élaborée dans les cahiers. Cahier 10 par exemple, Gramsci définissait cette dernière comme révolution par le haut, qui introduit finalement au fond des éléments de réorganisation de l'État, mais sans, je dirais, toucher la structure de la propriété privée. Les révolutions passives ont une dimension internationale. Il arrive qu'un État s'immisce dans les affaires intérieures d'un État voisin au point de susciter en son sein un changement social. Le groupe dominant de ce dernier n'étant pas assez puissant pour asseoir son hégémonie sur des adversaires, une intervention extérieure fait basculer le rapport des forces. Les exemples sont, je dirais, sont éparses, voire même innombrables, au cours de l'histoire moderne. L'unité italienne, par exemple, au milieu du XIXe siècle, étant un cas d'école, il arrive aussi qu'une révolution passive se déroule sur tout un continent pour une longue période, ce qui fut le cas, par exemple, lors des guerres napoléoniennes, où la France impériale joua le rôle d'intervenant extérieur. Le concept de révolution passive a ceci d'intéressant qui permet d'appréhender l'interaction entre différents paramètres du changement social, aussi bien par en haut que par en bas, intervention étrangère ou non, modification de la structure de la propriété ou non. Alors, j'en arrive effectivement au chapitre 25 dans ce cahier, qui porte sur l'histoire des groupes sociaux subalternes. Le concept de subalterne a beaucoup circulé au XXe siècle, et en particulier dans les, je dirais, les post-colonial studies. Il a donné son nom aux subaltern studies indiennes. Gramsci emploie ce terme tout au long des cahiers de prison, mais il fait l'objet d'un développement décisif dans ce cahier. La notion de groupe subalterne est plus large que celle de classe ouvrière, car, je dirais, elle inclut cette dernière, mais renvoie également à d'autres classes dominées, la dimension raciale, qui est cruciale dans des classes subalternes, en se référant à l'Empire romain, par exemple. Gramsci rappelle que bien souvent, les subalternes appartiennent à des races, cultures ou religions étrangères, et sont même souvent produits d'un mélange de races. Le propre des subalternes est d'être fragmentés. Toute velléité de leur part de sortir de cet état de fragmentation est réprimée par le dominant. Les subalternes sont hétéronomes, en ce sens qu'ils ne parviennent pas à donner la volonté collective propre. Le moment où ils arrivent à sortir de cette hétéronomie, pour se constituer en groupe autonome, sont rares. L'historien doit chercher les traces que Gramsci qualifie d'inestimables ou d'expressions autonomes des subalternes. Voyez, pour ceux qui s'intéressent un petit peu au mécanisme idéologique de la société dans laquelle nous vivons, Gramsci n'a pas pris une ride. Et c'est en ce sens que je voudrais vous faire partager cette passion que j'ai pour Antonio Gramsci, et dont ce grand personnage, qui est cité dans les hautes sphères, mais qu'on se garde bien de faire la promotion dans la populace, est un penseur incontournable que je vous invite à lire et à relire. Et n'oubliez pas ce que je vous ai dit, en toute amitié et cordialement, lisez, lisez et lisez. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté pour cet audio, et je vous dis à la prochaine chronique.